Bon, comme vous savez, les universitaires, quelqu'un a dit que ce sont comme des joueurs de flûte et ils ont plusieurs passions, mais ils reviennent toujours à leur passion première. Et donc, je reviens à la vie d'universitaire. Je suis professeur, comme vous le savez, titulaire à l'université de Lomé, au Togo. Oui. Et donc, oui, j'ai passé 3 années et demie tout à fait passionnantes à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc en charge de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Sujet oui, ce que j'appelle le département de la vie, parce que pour se nourrir, mais vous savez, vous n'avez pas le choix, il faut produire, en tout cas il faut consommer des biens agricoles. Pour que la planète survive, il faut protéger les écosystèmes naturels, donc la question de l'environnement. Et puis, bon, l'eau, c'est comme l'air, hein, c'est indispensable à la vie. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été utile, efficace? Parce que souvent, ces institutions sont lourdes en termes de traduction, d'action, l'efficacité est vraiment à vérifier. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été au bon endroit? Oui, parce que, vous savez, j'ai fait 2 séjours à la commission de l'UEMOA. Un premier séjour entre 2009 et 2012, où j'étais chef du pôle analyse économique et recherche au sein de l'unité de prospective stratégique. Vous connaissez de l'intérieur? Voilà, sous le regretté Soumaïla Cissé, qui était un homme tout à fait remarquable. Et donc, on avait déjà travaillé sur la vision prospective UEMOA 2020, avec justement les domaines clés. Et donc là, c'est un peu comme si je revenais plus de 10 ans après pour mettre en œuvre une partie de cette prospective stratégique. Et donc, je savais déjà les enjeux fondamentaux. Et en particulier, ce que j'ai déclenché et qui, je l'espère, va se poursuivre, c'est la révision de la politique agricole de l'UEMOA. Sujet stratégique. Sujet stratégique dans un contexte, comme vous le savez, de retour des blocs. Absolument. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Alors, je reviens à votre livre qui est au cœur un peu de vos réflexions, l'Afrique et le reste du monde, de la dépendance à la souveraineté. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on est entré dans ce siècle de l'Afrique? Je pense. Moi, je dis le kairos de l'Afrique, le moment de l'Afrique. Le momentum. Voilà. Pourquoi? Parce que j'observe une double injonction. Une injonction externe, avec le retour des blocs. Donc, on demande à l'Afrique de se positionner. C'est pour ça que la première phrase de l'introduction du livre renvoie à la conférence de Bandung en 1955, qui a donné par la suite le mouvement dit des non-alignés. Et il y a, et ça c'est nouveau, par rapport à la séquence de Bandung, il y a une injonction interne. C'est-à-dire que vous avez 1 milliard de jeunes qui est en forte demande de tout. Demande de souveraineté, demande d'éducation, demande de formation, demande d'emploi, demande de participation à la vie collective. Comme on dit souvent, la jeunesse, c'est sur le plan démographique, une majorité, mais sur le plan social, c'est une minorité sociale. Mais qu'est-ce qui change? Tout ça, on le sait. Ça, la concomitance des 2 injonctions crée une tension au niveau de la gouvernance, donc au niveau des gouvernants. Et comme vous le savez, au moment des crises, on est obligé d'innover. Et donc, je crois que le moment... Vous pensez que le moment est venu pour innover, pour que l'Afrique construise sa propre marche dans le destin des nations. Alors, et cette marche, comment vous la voyez? Parce que ça, c'est aussi important. Quels sont les thèmes structurants qui vont déterminer cet avenir? Moi, je pense qu'il y a 3 thèmes qui vont déterminer le succès ou l'échec de ce momentum. 1, la question de l'agriculture, en particulier de l'intensification agroécologique des systèmes de production. Nous avons vu, à la faveur de la crise russo-ukrainienne, que nos États n'ont pas les moyens de subventionner les engrais chimiques lorsque vous avez la tonne de potasse
qui est multiplié par 4 en 6 mois. Je veux dire, en 2022, on est passé de $200 la tonne à $840 la tonne en 6 mois. Bon, donc, on voit qu'il y a un pilier autour de l'agriculture. 500 millions d'hectares de terres arables, 1 milliard de jeunes. On voit bien qu'en mettant les jeunes au travail, via l'agriculture, on réglerait beaucoup de problèmes. Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, création d'emplois et, au fond, réduction de la facture d'importation. Quand vous voyez ce que le Sénégal importe chaque année en termes de riz, c'est totalement absurde. Alors qu'il y a du riz en Casamance. Voilà. Deuxième bloc, c'est les grands investissements pour la transition écologique. Vous savez que l'Afrique, c'est le deuxième poumon de la planète, la forêt du bassin du Congo. Je veux dire, on ne peut pas laisser cette forêt être déforestée. Absolument. Et donc, il y a une mobilisation, que moi j'appelle de mes voeux, sur le plan international, pour financer la transition écologique en Afrique. Ce n'est pas de la charité, c'est des investissements et ce que j'appelle, à la suite du politiste français, de la solidarité rationnelle, en fait. Mais comment... Et enfin, le troisième bloc, c'est le bloc de la gouvernance. Parce que ce que nous apprennent les crises à l'heure actuelle en Afrique, c'est qu'on est au bout du consensus des indépendances, c'est-à-dire le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Aujourd'hui, on voit bien que la réponse au mouvement djihadiste, c'est une reconfiguration territoriale. Vous voyez? Et donc, ça va appeler une nouvelle vision, une nouvelle gouvernance et une façon plus endogène de construire les réponses, en fait. Et c'est pour ça que vous observez, comme moi, que ce qu'on appelait les démocraties formelles s'effondrent partout. Vos idées ont beaucoup de succès, notamment auprès des panafricanistes et des souverainistes. Mais ça reste au niveau des intentions. Mais concrètement, comment aujourd'hui opérer, transformer et être dans cette efficience qui est un élément clé pour les changements? Oui, vous savez, c'est une bataille culturelle. Déjà, ce n'est pas une mince affaire d'expliquer à 1 milliard de jeunes Africains qu'ils ont la capacité de transformer leur monde. Parce que le premier élément du succès, c'est la confiance. Il ne faut jamais oublier que ce que la colonisation a réussi de mieux, c'est d'avoir infériorisé l'Africain par rapport au reste du monde. Au fond, le complexe qui est encore le nôtre, c'est de penser que nous ne sommes pas capables d'assumer pleinement notre souveraineté dans tous les domaines. Moi, je me suis beaucoup évertué à expliquer sur la monnaie CFA, par exemple, qu'on pouvait sortir de la servitude volontaire, qu'il y avait une histoire monétaire précoloniale, pré-franc CFA. Mais ça, on le sait, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est sorti de cette servitude? On voit que... Non, mais c'est une bataille de tous les jours. C'est pour ça que je parlais de bataille culturelle. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir 3 choses lorsqu'on mène une bataille de cette nature. La vision, les modalités de gouvernance et la capacité de mettre en place des systèmes de suivi et évaluation. C'est incontournable. Pour l'Afrique, avec 54 pays? Pas pour le moment, de la manière dont nous le souhaiterions. Mais les choses sont des processus. Vous voyez, les choses sont des processus, elles ne sont pas blanches ou noires, elles ne sont pas statiques. Et moi, ce que j'observe de la part de la jeunesse africaine, c'est une forte demande d'émancipation. Et ce que cette jeunesse africaine nous demande, à nous les dirigeants, c'est de préserver le bien commun et d'avoir en tête l'intérêt général. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on n'a pas toujours la capacité de faire la pédagogie des réformes. Et le temps presse. Voilà, en fait. Donc, il y a l'impératif d'avoir des dirigeants qui visent l'intérêt général et le bien commun. Il y a aussi l'impératif d'avoir des dirigeants qui font la pédagogie des réformes, en fait.
et expliquer à la jeunesse, et c'est pour ça que dans l'ouvrage, je parle du panafricanisme de repli, que la contestation ne suffira pas. La contestation de l'ordre établi, ça peut être la première phase, mais ensuite il faut proposer. Oui. Et quand vous voulez proposer, il faut co-construire avec les autres. L'Afrique, elle n'est pas isolée. C'est sûr. Exactement. C'est dans les interdépendances qu'elle va trouver sa voie. Mais des interdépendances construites et assumées. Et non dans la dépendance illustrée par l'insertion primaire au sein du commerce international des économies africaines. Vous l'avez dit, l'Afrique s'est mondialisée. Beaucoup de pays s'intéressent et s'impliquent. On voit la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Et on voit une rivalité géopolitique qui risque d'exacerber toutes les difficultés. Aujourd'hui, il y a 2 menaces majeures dans le contexte actuel, avec le djihadisme qui ravage le Sahel, et puis tous les trafics qui se passent, illicites, qui se passent en Afrique. Comment aujourd'hui, quand on voit sur les 15 dernières années, on fait le bilan, l'Afrique n'a pas les moyens de gérer tout ça? Oui, disons qu'il y a deux éléments fondamentaux qui expliquent ce que vous êtes en train de dire. Il y a la faillite de l'État africain, notamment en Afrique de l'Ouest sahélienne, parce que le politologue Bertrand Badi parle d'États importés, parce qu'il ne faut jamais oublier que nos États n'ont pas plus de 75 ans, en fait, Oui. et que ce ne sont pas des produits des nations. Nous connaissons l'histoire de la construction de l'État, Oui. avec la conférence de Berlin et tout. Donc, vous avez des États qui doivent piloter des coûts de transaction énormes parce qu'en leur sein se retrouvent beaucoup de populations qui n'ont pas choisi d'être ensemble. Et donc, ça absorbe du temps, ça absorbe énormément d'énergie. Et face à la menace djihadiste, ces États, qui sont des petits États-nations, et même quand ils sont grands en superficie, on voit leur budget, on voit leur espace fiscal qui est faible, on voit leur espace monétaire qui est totalement extraverti. Ils n'ont pas les moyens de faire face à cette menace. Donc, le triptyque État, territoire et société doit être reconfiguré. D'où la question de l'intégration régionale. Par tout le monde, par les forces vives de la nation, par les militaires, par les civils, par les dirigeants. Et donc ça, c'est le premier axe. Mais il y a un deuxième axe qui renvoie au trafic dont vous parlez. C'est parce que l'Afrique est restée un continent de rente et de prédation. Oui. Et ce que nous avons à offrir au monde à l'heure actuelle, ce sont nos matières premières. Donc, nous sommes passés d'un premier extractivisme qui a été depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Et au moment où le discours est en train de changer, pour qu'on valorise plus nos matières premières sur place, nous faisons face, du fait de la transition numérique et de la transition énergétique, à un deuxième extractivisme qu'on appelle le néo-extractivisme. C'est-à-dire qu'il y a des matières premières stratégiques que vous ne trouvez pratiquement qu'en Afrique. Et donc, tout le monde a besoin pour les téléphones portables, pour les batteries des véhicules électriques, etc. Vous voyez, le lithium, le nickel, le coltan, les terres rares, le silicium. Et donc, il y a, me semble-t-il, quelque chose de pérenne, c'est que le reste du monde pense que l'Afrique est un bien public mondial, qu'on doit aller prendre en Afrique ce dont on a besoin pour se développer, partout sauf en Afrique. Donc, et souvent j'utilise cette boutade, je dis, quand je vois comment le système international néolibéral et prédateur fonctionne, j'ai l'impression qu'on serait tellement heureux si on pouvait avoir l'Afrique sans les Africains. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Africain, il est problématique. Quand il migre, il est problématique parce qu'on n'en veut pas ailleurs qu'en Afrique. Mais même quand il reste en Afrique, il est problématique parce qu'on est dans des processus d'accaparement des terres.
on est dans des processus d'exclusion de la vie sociale. Et donc, où est-ce qu'on voudrait que les Africains soient, en fait? Ouais. Pour sortir de l'abstraction, quels sont les pays, les régions où vous voyez cet espoir de transformation, ce qu'on appelle l'Afrique des solutions? Parce que on a, depuis toutes ces dernières années, expertisé les expertises, les études, les rapports, mais pour être dans le concret, Oui. dans ce qu'on a l'afro-réalisme, comment vous voyez tout ça? Nous sommes dans le concret. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez une chape de plomb, qui est une sorte de contrat implicite entre les grandes agences internationales qui promeuvent le néolibéralisme. Le Fonds monétaire international, ça fait 40 ans qu'il est dans les programmes d'ajustement structurel. Le paradoxe, c'est que l'échec de ces programmes d'ajustement structurel justifie leur poursuite. Bon. Et en plus, il y a une malhonnêteté intellectuelle qui consiste au fond à ne pas reconnaître les deux conséquences logiques de l'application du système néolibéral, c'est-à-dire la flexibilité des prix. Ce n'est absolument pas le cas parce qu'on a affaire à de grands monopoles qui ont des prix qui ne sont pas des prix de marché et donc qui absorbent tout le surplus collectif. Et vous avez la mobilité des facteurs de production, capital-travail. Donc le capital fait plusieurs fois le tour de la planète par jour, mais le travail ne bouge pas. Vous voyez, vous avez les visas Schengen qu'il faut obtenir, vous avez les blocus vis-à-vis de la mobilité du travail. Le système dans lequel nous sommes ne peut fonctionner que si on accepte la mobilité des facteurs de production, ce qu'on n'accepte pas. Et c'est là où je dis qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle de la part de ceux qui nous obligent à libéraliser, à privatiser, à faire les désarmements tarifaires de nos produits et qui refusent qu'en contrepartie, les emplois dont ils nous sèvrent ne puissent pas être occupés par les nôtres qui doivent normalement migrer parce que la base quand même de l'économie, c'est que les individus sont rationnels. Mais pour vous, est-ce que la donne est en train de changer avec les BRICS, avec un certain nombre de choses? C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement géopolitique en cours. Oui. Est-ce que pour vous, il y a ce dont vous parliez, est-ce qu'il est toujours valable? Nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous organiser sur nos fondamentaux, nous allons périr. Et malheureusement, ce que j'observe à l'heure actuelle, c'est que nous n'empruntons pas forcément cette voie, la voie du retour aux fondamentaux africains, la voie d'une gouvernance endogène, la voie de la promotion des biens communs et la voie de la promotion de l'intérêt général. Je pense que nous avons encore une classe de dirigeants trop extravertis qui n'ont de légitimité que par rapport à ce que le système international leur accorde comme élément de légitimité. Et du coup, on se retrouve avec une difficulté, c'est que les dirigeants africains vivent leur histoire, les populations africaines vivent leur histoire, mais ce n'est pas la même histoire. Oui, mais donc, justement, c'est-à-dire qu'on voit... Et donc, il faut qu'il y ait de l'émergence de jeunes dirigeants africains. Justement, à quoi rêve cette jeunesse? On veut avoir un trait sur les caractéristiques, sur la manière de penser et d'être. On parle de cette jeunesse africaine, mais on ne la voit pas... Disons que ceux qui en parlent n'ont pas les bonnes lunettes pour la voir, cette jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine que ceux qui en parlent veulent voir, c'est cette jeunesse connectée au monde occidental qui coche toutes les cases de la bienséance occidentale. Mais la jeunesse que nous on observe dans nos pays, dans le monde rural, dans les ceintures des villes, c'est-à-dire cette jeunesse africaine entreprenante qui n'a pas accès au crédit, qui n'a pas accès à la sécurité sociale, qui n'a pas accès aux soins de santé, qui n'a pas accès à la retraite, cette jeunesse, elle est en train de monter.
Et il faut l'accompagner si on veut vraiment transformer structurellement les économies et les sociétés africaines. Et donc ça me semble fondamental. Nous, notre génération, elle est en train de partir, vous voyez, mais nous pouvons servir de courroie de transmission entre nos aînés qui avaient essayé d'épouser le rêve des pères de l'indépendance et cette jeunesse dont certains malheureusement pensent que la faute est toujours celle des autres. Et c'est pour ça que je dis, il faut sortir du panafricanisme de repli, il faut affronter les problèmes, il faut sortir de la dictature des urgences. Il faut savoir que le développement, c'est d'abord se doter d'une vision, se doter de modalités d'atteinte de la vision et se doter enfin de systèmes de suivi-évaluation des efforts qui sont faits. Alors, sur quel levier faut-il s'appuyer pour pouvoir réaliser ce programme gigantesque? Non, mais nous connaissons les leviers. Il y en a 5. Je veux dire, tous les pays du monde se sont développés de la même façon. Il y a le travail. Parce qu'on ne peut pas s'accommoder de jeunes. Non, au-delà de la théorie, concrètement, dans les pays africains. Non, mais c'est concret. Il y a le travail, il y a le capital, il y a le progrès technique, il y a la qualité de la gouvernance, et enfin, il y a la qualité des institutions. Et quels sont les pays qui incarnent ce que Mais si on suit le dernier rapport de la Banque mondiale, Business Ready, sorti il y a à peine 15 jours, le Rwanda est le premier réformateur de l'Afrique. Vous voyez? Et le Togo, par exemple, est le 5e réformateur de l'Afrique et le premier réformateur en Afrique de l'Ouest, sur le plan économique. Maintenant, si vous rajoutez les critères onusiens, donc les ODD, à l'horizon 2030, c'est beaucoup plus partagé. Vous voyez? Et donc, il y a des pays qui font beaucoup d'efforts. Il y a, me semble-t-il, quelque chose à articuler. C'est le succès économique, mais aussi la redistribution des richesses pour qu'on ne laisse pas trop de gens sur le bord de la route, en fait. Et c'est de ce point de vue que je pense qu'il y a à l'heure actuelle une forme d'uniformisation des enjeux au plan mondial. C'est que vous avez de plus en plus ce système de mondialisation néolibérale qui crée des exclusions. En Grande-Bretagne, on l'a vu avec le Brexit. Aux États-Unis, on l'a vu sous Trump, le phénomène des pauvres blancs. Absolument. On l'observe en Afrique. Et pendant longtemps, l'État social a permis de compenser ces exclusions dans le monde riche. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a un système de détricotage de l'État social au nord. Et comme l'Afrique n'a jamais connu cet État social, c'est le moment pour elle de construire des modalités qui vont lui permettre d'assumer les chocs et d'avoir des forces de rappel lorsqu'il y a des chocs très importants qui affectent sa société. Oui. Ça qu'aujourd'hui, pour arriver à cet objectif que vous prenez, sur quel chantier aujourd'hui faut-il agir structurel pour transformer la réalité africaine? Moi, je propose 3 chantiers. L'agriculture. Nous avons les terres, nous avons la jeunesse. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas développer l'agriculture. Quand vous voyez la productivité agricole sur des spéculations comme le coton, nous étions à 1 tonne à l'hectare de rendement en 1960. Aujourd'hui, il y a des zones où nous sommes passés à 600 kg à l'hectare. Ça, c'est pas acceptable. Surtout que nos pays concurrents, la Chine et le Brésil, sont passés à 3 tonnes à l'hectare. Vous voyez? Alors, donc, les 2 autres éléments, puisque... Le deuxième élément, c'est un plan Marshall pour l'Afrique, des investissements massifs dans le domaine des transitions, en particulier de la transition écologique. Et le troisième élément, c'est la mise en cohérence du triptyque État, territoire et société. Il faut que notre gouvernance soit plus inclusive et que notre gouvernance mette en son cœur la redevabilité. Expliquer aux populations ce qu'on fait de l'argent public, expliquer aux populations où on les mène et expliquer aux populations qu'il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre ceux qui doivent être les suiveurs. Mais nous devons co-construire de manière symétrique les chemins de ce que j'appelle la prospérité partagée.
Il y a tellement de sujets à traiter avec vous. Malheureusement, le temps presse. On est déjà sur les 26 minutes de l'émission. Mais je recommande particulièrement votre livre « L'Afrique et le reste du monde, de la dépendance à la souveraineté ». Vous êtes déjà la coqueluche de pas mal de think tanks, d'associations. Vous parlez un peu partout. Ça montre que vous êtes un homme qui intéresse le public. Je vous remercie. Le début de mon ouvrage, je reprends une citation du professeur Joseph Kizerbo qui dit « Si nous nous couchons, nous sommes morts ». Eh bien, nous allons terminer avec cette belle citation. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je vous remercie. À très bientôt, j'espère. Au revoir et à la prochaine émission. Merci beaucoup.